Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois caniculaire, ce début d'été, ce début du mois de juillet. Et comme toutes les semaines, on est de retour pour parler WNBA. Cette semaine, on continue notre rotation, on continue notre garde alternée. C'est Chris qui est absent et du coup, on est avec Elliot pour vous faire ce podcast. Salut Elliot, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. On Actu digère chargé. actu chargé, on essaie de digérer un petit peu cette finale pour le bronze de, de l'Euro Notre heure à nous finalement. voilà notre or à nous, comme les plus grands philosophes de ce monde tentent de nous l'expliquer. Bon, allez, on va essayer de se concentrer parce que, comme tu le dis, Elliot, on a beaucoup d'actu. Déjà, dans un premier temps, on tenait à vous remercier de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ce podcast WNBA, à lire les articles aussi qu'Elliot rédige sur le site de The Playoff. Vous en avez l'habitude d'ailleurs. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, que ce soit sur le Discord communautaire. Allez cliquer sur les articles du site. Allez écouter nos copains. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un podcast qui est sorti, débrief de la draft et début de la free agency pour la partie NBA. Et bien évidemment, on continue à aller écouter tous les copains des autres sports américains, que ce soit le baseball, la reprise de la NFL qui est pour bientôt. Enfin bref, il y a aussi du hockey. Il y a de tout. Donc voilà, vous connaissez, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, les 5 étoiles sur le podcast, ça nous donne de la force. Elliot, mon ami, je te propose qu'on y aille directement et on perd pas de temps. garde. Ouais, Faut enchaîner là. exactement. On garde les bonnes habitudes et on va commencer par notre 5 majeur de la semaine. Ouais. Écoute, je te laisse la main pour nous parler déjà. Je te propose qu'on le fasse limite. Backcourt, front-court. On va commencer par le backcourt. Qui sont les Ouais. deux joueuses du backcourt de la semaine? Les deux joueuses du backcourt de la semaine sont Kelsey Mitchell d'Indiana et Skylar Diggins, d'ailleurs qui ne s'appelle plus Smith, je crois. Skylar Ouais. Diggins de Seattle. Kelsey Mitchell qui a tourné des moyennes de 26 points, 3 rebonds, 5 passes et 55% de réussite au tir et surtout 59% à 3 points. Grosse semaine pour elle qui gère en l'absence de Caitlin Clark, qui est reblessée à nouveau à l'aine cette fois-ci après son élongation des quadriceps. Et donc Kelsey Mitchell qui a bien géré 2 victoires et 1 défaite pour Indiana cette semaine. 2 victoires, notamment une victoire contre Seattle de Skylar Diggins-Smith, qui elle aussi fait une très belle semaine et même un petit peu plus. C'est ces 4 derniers matchs qui sont intéressants. Elle est à 21 points, 3 rebonds, un peu plus de 5 passes et demi, 54% de réussite au tir et 77% au lancer avec 6 tentés par match. À Seattle, ça tourne bien. Et puis Skylar est la maître à jouer de cette équipe et organise tout ça de main de maître. Exactement. On reviendra vous faire un petit point classement habituel après notre 5 de la semaine parce qu'il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement au niveau du classement, que ce soit en haut et en bas, donc on reviendra là-dessus. Mais en effet, on a très bien parlé. Un backcourt Kelsey Mitchell avec Skylar Diggins, duo assez complémentaire. En plus, ça pourrait être un backcourt assez complémentaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. De gauchère. Deux gauchères, ouais, c'est peut-être le défaut, mais deux gauchères. Vaut mieux plein de gauchers que pas assez. Exactement, bon big up à notre copain James Harden et surtout on connaît la difficulté que c'est de défendre les gauchères, notamment au shoot extérieur. On va enchaîner directement parce qu'on vous propose une équipe avec un peu de taille cette semaine. On s'est dit nous-mêmes en tant que fans des équipes un peu de geek, on voulait vous faire une Toronto un peu 2025. Qu'est-ce qu'on a dans notre front de course cette semaine? Écoute, je vais te citer les joueuses et on va se donner la passe à chaque fois pour donner un petit peu les stats et pourquoi on les a sélectionnées. Sur les postes 3, 4, 5, vous les rangez comme vous le voulez. Allez, peut-être qu'on va commencer sur le poste 3, peut-être avec plus Alyssa Thomas, Madame Triple-Double, du côté de Phoenix qui nous a pondu une grosse semaine. Et à l'intérieur, on a la petite sœur et la grande sœur. On a double A. Voilà, double A, Angel Reese et AJ Wilson qui viennent compléter ce 5 majeur. Pour aller attaquer la raquette. 4 gauchères dans le 5. Ouais,
Non, mais par contre, pour aller attaquer la raquette, bon courage, hein, parce que Ouais. là, tu as AJ Wilson, Angel Reese, c'est sympa, et puis tu as Alyssa Thomas, histoire de, au cas où, en premier rideau. Donc, pour aller scorer 40 points sur cette raquette, je vous souhaite du courage. On commence par Alyssa Thomas, depuis son retour de blessure. On sait qu'elle avait raté quelques matchs sur la moitié du mois de juin. Là, l'impact est énorme du côté de Phoenix. Si tu veux nous donner un peu de stats et sur ton ressenti, mais Alyssa Thomas, bah voilà, hein, une patronne de retour. Ouais, mais moi je fais mon WNBA MVP ranking toutes les semaines. Et cette semaine, je l'ai carrément remonté deuxième, juste derrière Nafisa Collier, qui bon, reste la référence. Mais Alyssa Thomas est en train de réaliser vraiment une saison et une semaine extraordinaire. Elle est devenue la première joueuse de l'histoire de la WNBA à enregistrer plus de 15 points, 15 passes, 5 rebonds sur plusieurs matchs. Donc c'est ce match contre New York où elle a été vraiment excellente. Ouais, donc cette semaine, moyenne de un peu plus de 16 points, 8 rebonds, 11,5 passes et 57% de réussite au tir. C'est ça, et à la limite, bordure à chaque fois du triple-double. Ouais, il lui a manqué un rebond C'est pour ça. avoir un triple-double. C'est ça, clairement. Ça me fait penser, tu sais, des fois un petit peu à la carrière de LeBron, dans le sens où tu sens que c'est des joueurs, joueuses qui ne sont pas là forcément pour le côté on veut faire des triples-doubles, mais s'ils s'étaient mis en tête de vouloir faire un triple-double à chaque match, il n'y aurait pas de souci là-dessus, quoi. C'est vrai. Si s'était mis en mode stat padder, Alicia Thomas, c'est quand même assez extraordinaire. On reparlera aussi un petit peu d'Alicia Thomas dans les votes au All-Star, parce que ça aussi, c'est une grosse info de la semaine. Et encore une fois, on est frustré. On est frustré pour Alyssa Thomas parce que les gens, on a l'impression qu'ils ne regardent pas le même basketball que nous. Au niveau de la raquette, Angel Reese et Jay Wilson, Angel Reese qui a galéré et qui continue de galérer, entre guillemets, au niveau de son collectif avec cette équipe du Sky de Chicago, qui est toujours cataclysmique, on va pas se mentir. Par contre, Angel Reese, c'est quand même nettement mieux depuis quelques jours, quelques semaines, Ouais. ne serait-ce au niveau de la production statistique et de son utilisation. Quand même, il faut en parler, c'est quand même nettement mieux, elle est beaucoup plus utilisée. Grosse semaine d'Angel Reese. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé d'Angel Reese cette semaine? On est en train de retrouver l'une des joueuses les plus dominantes déjà de la ligue. Bah, elle a réalisé sa meilleure série de matchs depuis août dernier, puisque après elle s'était blessée en septembre et là elle n'a pas été très performante sur le début de saison. Mais donc elle est bon, toujours les stats un peu à la noix, mais c'est intéressant quand même. La première joueuse de l'histoire de la WNBA a enregistré 4 rencontres consécutives avec plus de 15 rebonds. Donc là, ces 4 derniers matchs, 15 rebonds, c'est vraiment monstrueux. Elle réussit son 36e double-double en WNBA en seulement 50 matchs disputés. Et elle est rentrée déjà, après 2 saisons, dans le top 10 des meilleures rebondeuses de l'histoire du Sky. Ça, c'est extraordinaire parce que là, on parle de 2 saisons, mais même pas en fait. S'il y a une saison et demie, Ouais, c'est ça. et pourtant, 50 enfin, matchs. même si le Sky est plus que dysfonctionnel sur ce début de saison, on va pas se mentir, et depuis quelques semaines, ça reste une franchise quand même assez mythique où de grandes joueuses sont passées. Donc le fait qu'Angel Reese puisse d'ores et déjà Mmh. s'inscrire dans ce genre de palmarès, ça montre quand même qu'on est face à un phénomène de foire, clairement, Angel Reese. Qu'est-ce qu'on lui souhaite? On va prendre juste une minute là pour sortir un petit peu des clous. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Angel Reese? Est-ce qu'on lui souhaite, je te pose cette question, est-ce que toi tu crois que Chicago a encore les moyens d'essayer vraiment de l'entourer et de vraiment créer un projet sérieux autour d'elle, ou est-ce que toi tu vois son avenir loin de Chicago? Non, honnêtement, Chicago peut construire déjà en enlevant un peu tout ce qui est Kiah Nurse, Courtney Vandersloot, etc., qui sont des joueuses vieillissantes et qui, bon, Courtney Vandersloot, elle a juste fait une pige, je pense, pour finir sa carrière là où elle a été la plus performante. Mais s'il y a un peu de responsabilité donnée à Hailey Van Lith, avec Camila Cardozo, ça peut cliquer. Et puis s'il y a quelques signatures intelligentes l'année prochaine, Chicago pourrait jouer quelque chose. Ouais, complètement, complètement. Écoute, on souhaite à cette équipe du Sky, comme d'autres équipes que l'on supporte peut-être au niveau national, un changement au niveau du coaching staff. On va enchaîner avec la pivot de ce 5 majeur. La MVP en titre, AJ Wilson, pareil, elle aussi un petit peu dans une galère collective depuis le début de saison. Ça clique pas bien à Vegas, il y a des blessures. Les recrues ne font pas forcément le taf et le noyau solide, le noyau dur, entre guillemets, est en difficulté. Mm.
AJ n'empêche, depuis quelques semaines, quelques jours là, est en train de repartir sur des moyennes conséquentes. Je vois 23 points de moyenne, 10 rebonds, dont presque un rebond et demi offensif par match, avec 4 passes et 2 interceptions, 31 minutes de temps de jeu par match. Et presque 3 contre. Et presque 3 contre sur les rencontres de la semaine. Ouais, c'est effrayant les stats, hein. C'est du Giannis Antetokounmpo prime là. Je te pose la question pour AJ Wilson, comme je te l'ai posé pour Angel Reese, parce que je pense qu'on va aussi s'orienter là-dessus en fin de saison. Il va y avoir des grosses discussions à Vegas. Déjà Vegas qui a fait un trade cette voilà. nuit. Vegas qui a bougé d'ailleurs, pas forcément fan de ce trade, mais bon, écoute, je pense que c'est plutôt. On en reparlera peut-être, mais il y a eu un trade avec Dallas, un très bon pick qui a été récupéré du côté de Dallas. Et en ce sens, avant de rentrer un petit peu dans les détails de ce trade, on sait que potentiellement on est sur une fin de cycle du côté de Vegas. Est-ce qu'on est en train de voir les derniers matchs d'AJ Wilson sous le maillot de Vegas? Je sais pas, mais en tout cas, Vegas tente un push là, vraiment un tout pour le tout. En récupérant Nalissa Smith du côté de Dallas et en ayant envoyé le first pick 2027 et aussi en ayant coupé Tiffany Mitchell et Liz Kitley, ce qui leur laisse 80 et quelques $1000 de cap pour signer une joueuse qui pourrait être par exemple Dewana Bonner, qui pourrait être, je sais pas, Julie Van Loo, peut-être, Hailey Jones, enfin bref, une joueuse qui pourrait arriver et vraiment donner la petite étincelle à Vegas qui galère totalement, Clairement. avec quelques blessures et le quatuor magique qui ne s'est pas vraiment trouvé comme on aurait pu l'espérer. Mais en tout cas, Vegas va, à mon avis, tenter vraiment tout cette saison, quitte à compromettre son avenir. C'est déjà fait. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, la transition est toute faite. On va faire un petit point classement. On va parler d'ailleurs de Vegas pour voir où se situent pour le moment les anciennes tenantes du titre. Si on regarde un peu au niveau du haut du tableau, écoute, ce qui est sûr et certain, c'est que on a potentiellement l'équipe qui a décidé de ne pas descendre et de ne pas bouger et de terminer premier sur la saison. Et je vois ton petit sourire, tu es assez content. On fait une petite dédicace à Chris, hein, toujours le fan numéro 1 de Nafisa Collier. Le Lynx de Minnesota qui poursuit 14 victoires, 2 défaites, 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Minnesota est injouable sur cette saison régulière? Ouais, Minnesota déroule. Minnesota n'a aucun problème. L'effectif tourne, l'effectif se connaît. Jessica Shepard est revenue de l'Eurobasket. Tout va bien. Honnêtement, Caleb McBride tourne. Elle qui avait manqué le début de saison. Nafisa Collier a manqué quelques matchs et revient et fait un match 26 points, 7-7. Tout va bien. Ouais, tout va bien du côté de Minnesota, qui a infligé une défaite de 40 points à Connecticut il y a 2 jours. Ah, c'est dur. Un léger 102-63. On en profite toujours. C'est toujours sympa de saluer nos auditeurs et les gens qu'on aime bien. Donc, petite dédicace à Bobby, encore une fois, qui passe vraiment une belle saison du côté de Connecticut. On enchaîne sur ce podium parce que le podium a bougé. Le podium a bougé et vous m'aviez fait une petite dédicace la semaine dernière. Écoute, j'en profite pour vous remercier et vous dire que les larmes continuent de couler. Le Liberty qui est en galère en ce moment avec l'absence de Jonquel Jones et qui enchaîne un petit peu les défaites. Sur les 10 derniers matchs, il y a 5 victoires, 5 défaites. Le bilan ne cesse de couler. Hein. On est sur 11 victoires, 5 défaites. Bon, alors, il n'y a rien de dramatique. Mais par contre, du coup, il y a une autre équipe qu'on a profité pour faire le push et prendre cette deuxième place. C'est le Phoenix Mercury avec 12 victoires et 5 défaites. Bah écoute, vas-y, je te laisse la main. Qu'est-ce qu'on en pense de Phoenix là? On est sur une bonne voie. Ouais, Phoenix tourne très très bien. On en reparlera juste après. Il y a eu un match qui a compté double, entre guillemets. Il y a eu une rencontre Phoenix-New York remportée par Phoenix qui leur a donc offert cette deuxième place au classement. Et tandis que New York chute. Mais ouais, Phoenix a retrouvé ses 3 joueuses stars en pleine forme. Enfin, en pleine forme. Kalia Cooper met du temps à revenir, mais elle est au moins de retour sur les parquets et va pouvoir reprendre le rythme progressivement. Et on en reparlera, mais les 3 points pleuvent à Phoenix avec tout ce qui tourne autour de l'adresse à 3 points.
notamment un record, je crois. Sur les 2 derniers matchs, elles ont marqué 35 paniers à 3 points, ce qui est donc un record sur cette série de 2 matchs, et avec 18 sur le dernier contre New York, qui était le record de franchise, pareil. Enfin bref, vraiment ça pleut. Ce qui est énorme en termes de volume, hein. Faut pas forcément pour le moment faire de comparaison avec la NBA, parce que la NBA, forcément, déjà, il y a un rapport de minutes jouées, il y a 8 minutes de plus par match. Ouais. Il y a un volume qui est différent et un rythme de match qui est différent, mais déjà 18 shoots à 3 points inscrits sur un match WNBA, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Avec, comme tu l'as dit, Kalea Cooper, Satou Sabali, qui fait quand même une saison. Satou Sabali qui a 7 sur 10 contre New York à 3 points. Ouais, écoute, je te propose qu'on en parle de ce match maintenant et on fera la suite du classement après, parce que c'est quand même un match qui a été, qui va peser dans la balance, t'en as parlé. Ouais. Donc les deuxièmes contre les troisièmes, avec du coup le Mercury qui prend ce tiebreaker finalement sur New York. Écoute, je te propose qu'on revienne un peu sur ce match. Juste au niveau des absentes, Jonquel Jones était encore absente sur ce match du côté de New York. Et c'est 4 à 6 semaines depuis une semaine et demie, donc il y a encore pas mal de temps avant qu'elle revienne. Ouais, et c'est vraiment la galère, hein. On l'avait vu, elle avait déjà été absente quelques matchs il y a quelques jours, quelques semaines du côté de New York, et ça avait coïncidé avec les premières défaites de la saison pour le Liberty. La Phoenix en a bien profité avec une adresse énorme, t'en as bien parlé. Une Satou Sabali à 25 points. Alyssa Thomas qui a encore une fois frôlé mais qui fait un triple-double sur ce match. Non, le match où il lui manque un rebond. Il lui manque le rebond, mais elle est à 17 points avec 15 passes. Comment tu le décortiques ce match? Je ne sais pas si tu as pu le voir. Moi, j'ai vu un résumé assez long. Qu'est-ce que tu en décortiques de ce match-là? Moi, ce que j'aime beaucoup à Phoenix, c'est qu'il n'y a aucune panique sur l'avance. C'est-à-dire qu'elles jouent de la même manière si elles ont 1 point ou 15 points d'avance. Et ça, c'est une force qui n'est pas toujours présente dans les équipes. Et j'ai écouté le podcast de Greg, c'est W Podcast Curieux sur la WNBA, qui a discuté avec Monica Kwamakani. C'était hyper intéressant, justement, de comprendre sa relation même avec Alyssa Thomas, savoir comment elles articulent leur jeu pour faire des petites qui posent des écrans, etc. Et Monique qui est vraiment très à droite sur le début de saison. Sammy Whitcomb aussi, qui est très très à droite, qui fait 5 sur 7 au tir pour 15 points au total, 5 sur 7 à 3 points donc, et qui a marqué 4 paniers à 3 points sur 5 matchs consécutifs. C'est énorme. C'est énorme. Et Laksa, qui est pareil, qui est la rookie qui marque le plus de paniers à 3 points en nombre total. Donc on savait déjà l'année dernière, on voyait les prémices du jeu de Nate Tibbetts avec un jeu vraiment run and gun. Et là, Phoenix continue sur ça et a recruté les bonnes joueuses, je pense, pour proposer ce type de jeu, avec vraiment Alyssa Thomas qui est un peu le hub offensif. Et tout le monde tourne autour et profite des espaces créés et des décalages pour avoir un peu plus de temps pour tirer à 3 points. Et quand tu as du temps, ça rentre. Ouais, clairement, c'est une équipe qui est vraiment super cool à voir. Tu le dis, un rythme de match qui est hyper agréable parce que c'est beaucoup une pace dingue. Voilà, une pace de fou, run and gun. Ça fait penser un petit peu, à toute proportion gardée, mais aux Warriors des années 2015 à 2019 où tu récupérais le rebond, tu partais en contre-attaque, ça shoot. Alyssa Thomas, Draymond Green. Hein. Ouais, clairement, un step au-dessus d'ailleurs et beaucoup plus agréable à écouter, notamment. Mais oui, on est sur une équipe vraiment bien construite. Ça tourne très très bien du côté de Phoenix. T'en as profité pour faire un petit big up à Greg et c'est vrai que c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas encore écouté ses podcasts, n'hésitez vraiment pas. Il a eu la chance d'interviewer une rookie du côté du Mercury, donc c'est vraiment cool. Et puis à côté de ça, j'en profite aussi pour faire un petit big up parce qu'on en a parlé. Au niveau de l'audience chez nous, le podcast ne fait que grimper, donc ça c'est grâce à vous, c'est vraiment très cool. Mais globalement, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, j'ai l'impression qu'aussi sur les réseaux sociaux, moi je le constate sur Twitter notamment, il y a vraiment de plus en plus de bienveillance et de gens qui vraiment s'impliquent dans cette ligue et qui commencent vraiment
à avoir des coups de cœur sur des joueuses, sur des équipes qui commencent à suivre de plus en plus. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un big up, nous, à toute notre team, à Greg, à l'équipe de Swish Swiss, que ce soit Gis, Flo, Emma, enfin bref, il y a vraiment du monde qui couvre de plus en plus et de mieux en mieux cette WNBA. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit big up à tout le monde. On va revenir un petit peu sur le classement et on va descendre cette fois. On a fait le haut de tableau. Je te propose qu'on on va pas aller tout en bas parce que bon, à un moment donné, ça sert à rien de parler de Connecticut et de Dallas. On sait que l'objectif n'est pas là. L'objectif est plus au niveau de la draft. Moi, je te propose qu'on parle de la bataille pour le playoff parce que c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Il y a une bataille là entre 3-4 équipes. Je vais te les citer et tu vas me dire ce que tu en penses. Entre la 9e et la 6e place, du coup, dans l'ordre, on a Washington qui a 8 victoires, 9 défaites. On a le Fever qui est à l'équilibre à 8-8. Vegas aussi, qui est en 8-8, et les Golden State Valkyries, qui sont en 9 victoires, 7 défaites. On en a beaucoup parlé. Pas mal d'irrégularités et des défaites un petit peu moches, que ce soit pour Vegas et pour le Fever. Le Fever, bien évidemment, lié aux blessures de Caitlin Clark, et Vegas, tout simplement lié à un manque de cohésion d'effectifs et des stars qui ne jouent pas forcément à leur niveau. De l'autre côté, les Valkyries qui ne cessent d'impressionner, qui ont signé des grosses victoires là, ces derniers jours, malgré les absences de leurs joueuses européennes lors de l'Euro. Washington, qui devrait normalement, si tout se passe bien, terminer à cette 9e place. Je pense que ça va être un peu léger pour faire le cut. Toi, cette bagarre entre les Valkyries, Vegas et le Fever, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Moi, déjà, je pense qu'Indiana va remonter plutôt. En fait, le classement est quand même très serré. Indiana qui est 8e et en 8-8, et Atlanta qui est 4e et en 11-6. Donc, il n'y a pas tant d'écart que ça, même si la saison est courte et que chaque match en WNBA vaut plus qu'en NBA, par exemple. Mais moi, je vois Indiana remonter. J'ai peur pour Las Vegas. Okay. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en est de ce collectif qui va devoir. Enfin, elles sont obligées de remonter au classement si elles ne veulent pas sortir dès le premier tour des playoffs, quoi. Parce que si tu joues, par exemple, si tu glisses 8e et que tu joues Minnesota, c'est compliqué. Et les Valkyries, je ne sais pas quoi en penser, honnêtement. Elles sont surprenantes. Elles peuvent accrocher des matchs contre des très grosses équipes, puis derrière perdre contre Dallas, par exemple. Donc, c'est un peu irrégulier, mais en tout cas, j'aime bien regarder les Valkyries, surtout quand elles jouent à domicile, dans ce Chase Center bouillant. Si vous avez l'occasion de regarder un match des Valkyries, même en replay, juste pour sentir l'ambiance qu'il y a dans cette salle, c'est vraiment très agréable. Et ça les porte, honnêtement. 10 matchs à domicile joués, je crois. C'est Si ça, je ne me et trompe pas. 10 matchs à domicile joués, et je crois que c'est la CM, la community manager du compte qui a indiqué ça. 10 matchs, ça le comble. Ouais, exactement. Et sur ces 10 matchs, 7 victoires à domicile. Donc, c'est un joli bilan. Exactement, et on voit, elles sont portées aussi par les joueurs NBA qui font le déplacement, qui sont souvent là au Brandin premier rang. Podziemski. Notamment, Brandin qui est vachement impliqué. Écoute, je te propose qu'on fasse notre point rapide là. On s'était prévu un petit focus sur les Valkyries. Avant de passer aux autres actualités, là, on a fini notre petit point classement. Il y a quand même eu une sale nouvelle du côté des Valkyries. Une douille. Une douille. Non, mais vraiment quelque chose de scandaleux. Vraiment, tu vois, on parle d'éthique et de morale. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas propre. On vous remet le contexte. La Belgique a été titrée championne d'Europe, a fait le back-to-back ce week-end. On ne reviendra pas sur l'Euro parce qu'on m'a demandé de ne pas en parler. Mais voilà, les Belges qui ont fait le taf. Un match de fou d'ailleurs en finale contre un retournement de situation dingue. Ouais, en fait, pas un buzzer beater, mais une interception avec un panier, un lay-up à 3 secondes de la fin du match, alors que l'Espagne menait d'1 point. Et un 14-0 pour finir le match, je crois, un truc complètement. Comme ça. Ouais, c'est ça. L'Espagne était complètement dedans et a craqué à la fin. Cette jeune équipe espagnole qui donnera du fil à retordre d'ailleurs dans les années à venir. Donc tout ça pour vous dire que Julie Van Loo, joueuse du Valkyrie, bien évidemment l'une des joueuses mythiques légendaires de cette équipe de Belgique, qui a été titrée, avait donc décidé, de manière très logique, de retourner à Golden State et donc de rater la parade et la célébration avec l'équipe de Belgique de ce titre.
Et elle a appris en descendant de l'avion, en ayant atterri à Ouais. Golden State et en descendant de l'avion, qu'elle avait été coupée par la franchise. Réaction à chaud, Elliot, qu'est-ce que tu en as pensé en termes de choses très très moches? On est sur une échelle de 1 à 10, on est bien là. Ouais, on est très très haut. En fait, au début déjà, j'ai vu une info passer qui disait que Kathleen Chen et Chloé Bibi avaient été coupées par les Valkyries. Donc je me suis dit très bien, tout va rentrer. Enfin voilà, tout va rentrer dans l'ordre, etc. Van Loo a pris l'avion, elle arrive. Et en fait, information fausse, information erronée, c'est Julie Van Loo qui a été coupée. C'est dingue en vrai de la laisser prendre l'avion, faire 18 heures de trajet en se levant à 5 heures à Athènes pour arriver à San Francisco. Elle met en plus des stories où elle met un petit cœur sur la salle depuis le hublot de l'avion. Enfin bref, c'est vraiment, ça crève le cœur. C'est horrible. Ouais. Et donc après, sur Insta, justement, elle dit, je viens littéralement d'atterrir. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer. Euh, Logique On comprend. face à cette telle nouvelle qui, ouais, donc c'est même si sportivement peut-être ça peut s'entendre, même si c'est le move qu'elle voulait faire peut-être les Valkyries, il y a une façon de le faire, ça c'est sûr. C'est juste pas bien. Non, c'est pas correct. Franchement, c'est pas correct. Il y a un minimum de respect à avoir pour un être humain et encore plus pour une joueuse comme ça qui est sous contrat, qui prend entre guillemets sur elle pour ne pas aller célébrer avec son équipe nationale et au Ouais. final qui apprend ça. C'est vraiment pas beau. On se fait pas trop d'inquiétude. Bon, on espère pour elle qu'elle puisse prendre le temps et qu'elle digère cette information au plus vite et qu'elle puisse rebondir aussi rapidement sur les terrains de WNBA. Moi, je me fais pas de soucis. Il va y avoir des équipes qui vont vouloir se positionner sur Julie Van Loo. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ça engrange aussi du questionnement par rapport à Emma Messman. On sait que, si vous ne la connaissez pas, Emma Messman est peut-être la plus grande joueuse de l'histoire hors États-Unis, la Belge qui domine l'Europe en fait depuis des années, ou en tout cas elle se classe là-dedans. On en parle même assez souvent dans le débat des GOAT, pour en avoir parlé un petit peu avec des spécialistes, encore une fois Gis, Flo et toute l'équipe. Emma Messman est très très haut dans le classement des meilleures joueuses all-time. Apparemment, elle aurait été approchée par certaines franchises WNBA pour venir finir la saison. Ce genre d'infos et ce genre de nouvelles peuvent clairement la refroidir. Elle a commenté le post de Julie Van Loo où elle était très choquée aussi de la situation. Toi, tu penses que ça peut jouer sur ce genre de choses ou est-ce que c'est comme ça, c'est la vie et s'il y a un contrat, elle ira quand même le prendre? Je sais pas parce que elle a plusieurs fois été très proche de signer un contrat avec une équipe, puis finalement ça s'est pas fait. Donc on sait même pas. Enfin là, il n'y a pas vraiment d'informations officielles sur le fait qu'elle ait eu des contacts. Donc je suis pas certain qu'elle vienne. Mais je sais pas si ça a vraiment un lien avec Julie Van Loo. Peut-être ça. Oui, effectivement, ça a pu la refroidir sur le côté business américain qu'elle a déjà fait face dans Ouais, le passé. Elle a connu la WNBA. Mais je sais pas. Honnêtement, on verra bien. De toute façon, dans la semaine, là, on aura des informations sur Van Loo et Messman. Si l'une retrouve une franchise et l'autre trouve une franchise tout court. Donc, on verra. Ouais, clairement, les rosters vont définitivement, je pense, se finaliser dans les jours et les semaines qui arrivent, parce qu'on arrive presque à la mi-saison. Et du coup, qui dit mi-saison, forcément dit All-Star Game. Oh là là, t'as vu cette Transition énorme. C'est fluide, c'est magnifique. Donc ouais, on va faire un petit point sur, parce qu'on a eu ne serait-ce que les capitaines qui ont été élus, et on a aussi eu les cinq majeurs des deux équipes qui vont s'affronter pour ce All-Star Game 2025. Je cite les capitaines et je te laisse nous sortir les titulaires qui ont été élus. On fait quoi? On fait poste par poste ou on fait équipe par équipe? On va voir. Déjà, poste par poste. Ouais, on va faire poste par poste. Les deux capitaines qui ont été élus, et on va rappeler aussi pourquoi elles ont été élues. Caitlin Clark du côté du Fever et Nafisa Collier du côté du Lynx, qui seront du coup les deux capitaines. Oui, parce que le format est une draft pour la première fois. Donc les deux capitaines vont sélectionner les joueuses dans leur équipe. Voilà le modèle qui avait été mis en place du côté de l'NBA il y a quelques années. Et moi, j'avais plutôt bien aimé ce format. Je trouve ça assez cool d'avoir deux capitaines qui font leur draft comme ça. C'est plutôt sympa.
des gens ont été, je sais pas si des gens ont été surpris du fait de voir Caitlin Clark. Nafisa Collier, pour moi, il n'y a aucun débat, c'est la meilleure joueuse de la ligue et qui va être MVP, je pense, de manière limite unanime, sans trop de discussion. Caitlin Clark a eu des blessures, il y a eu des absences, mais il est sûr qu'elle a permis quand même une évolution, je ne vais pas parler de révolution, mais elle a permis une évolution plus que notable depuis son arrivée dans la ligue. De toute façon, là, les capitaines se jouent au vote des fans. Donc Clairement. là, il n'y a aucun. On avait même, je sais pas, 6 joueuses du Fever dans le top 30. Donc les fans d'Indiana sont à donf. Record de vote du côté de Ouais. Caitlin Clark avec plus de 1 293 000 votes, ce qui est tout simplement monstrueux, un record. Sachant que Nafisa Collier, qui est, on le rappelle, du coup, la meilleure joueuse du monde, est à elle 1 176 000 votes. Ce qui est quand même pas dégueu, hein. Mais tout à fait correct. voilà, on voit la marge et on voit l'impact du coup qu'a Caitlin Clark sur cette ligue. La fanbase. Ouais, une fanbase de fou. Et ça coïncide bien aussi avec cette ville d'Indiana que toi, tu vas pouvoir du coup connaître de l'intérieur directement. Ouais. Où il y a une vraie dynamique de basket. On en a parlé Mhm. pendant les finales NBA avec Tyrese et Caitlin, on sent qu'il y a une alchimie, il y a un truc un peu cool entre les deux, qui porte vraiment le basket du côté de l'Indiana. Et puis le All-Star Game qui se déroulera justement à Indianapolis. Exactement, exactement. Donc voilà, elle sera à domicile, Caitlin Clark. Et du coup, elle pourra sélectionner, tout comme sa compère Nafisa Collier, son équipe de 5 joueuses. Au niveau des arrières, qu'est-ce qu'on y retrouve, mon Elliot? Je te donne la main, je te laisse m'en citer quelques-unes. Et bah Sabrina Ionescu, pour commencer, parce que Let's voilà. go. Let's go. Alicia Gray du Dream. Et la surprise, en tout cas le fait intéressant, c'est Paige Bueckers, donc rookie, qui est sélectionnée titulaire au All-Star Game. On l'a vu assez ému au téléphone avec Kurt Miller qui lui apprenait la nouvelle. Et donc Paige Bueckers qui mérite grandement sa sélection en tant que titulaire du All-Star Game, mais qui, les rookies, c'est pas tous les jours. C'est clair, c'est quelque chose d'assez historique, mais tout comme en fait ses moyennes sur le début de saison. Alors, dans la situation actuelle, on ne prend pas en compte le classement de Dallas. Ça sert à rien. On sait que Dallas, de toute façon, n'allait pas jouer grand-chose, que c'est une première année de construction autour de Paige Bueckers. Elle est quand même, à l'heure actuelle, à 18 points de moyenne, pratiquement 6 passes. C'est la joueuse ayant atteint le plus rapidement de l'histoire la barre des 200 points, 50 rebonds, 50 passes en 11 matchs. Et puis même, au-delà de l'aspect statistique, si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder des matchs de Paige Bueckers. Elle est d'une polyvalence. Et puis même, tu vois, là où la WNBA avait essayé de créer une espèce de rivalité un petit peu entre Caitlin Clark et Angel Reese, qui permet aussi le développement de la ligue, même si voilà, c'est quelque chose de médiatique qui semble être construit limite un peu de toutes pièces. Paige Bueckers, elle fait l'unanimité. Elle est cool. Tu as l'impression qu'elle est adorée de tout le monde. Elle a la banane tout le temps. Et puis sur le terrain, c'est juste un régal. Elle est très cool, ouais, c'est ça. C'est un peu. Elle est chill, quoi. Elle est en full détente. Elle est vraiment souriante tout le temps, etc. Ouais. Off-court, elle est agréable à suivre. Et sur le terrain, c'est encore mieux. Ouais, clairement. Et puis moi, je t'avoue que en projection de 2028, un backcourt Caitlin Clark, Paige Bueckers, on a hâte de jouer les Jeux Olympiques avec notre belle équipe de France et notre coaching staff. On enchaîne avec les ailières et les intérieurs titulaires. Le mec ne peut pas lâcher. Je suis désolé. Pour ce All-Star Game, du coup, on aura du Onyeka Ogwumike, du Breanna Stewart, donc 2 joueuses du Liberty, et bien évidemment Eddie Wilson, la MVP en titre, accompagnée d'une 2e joueuse du Fever, ce qui semble assez logique, Aliyah Boston. Et Satou Sabally, il manque. Et Satou Sabally, pardon, du côté de Phoenix, bien évidemment. Satou Sabally qui domine aussi ce début de saison avec pratiquement 20 points de moyenne par match et 8 rebonds. Rien de choquant sur ces votes. Toi, il y a quelque chose qui te marque quand même? Une absence à noter? C'est juste l'absence d'Alyssa Thomas, qui est blessée. donc. Qui a été blessée. Ouais. Qui a été blessée, qui a eu une période un petit peu d'absence de blessure. Ouais, mais tu vois, Caitlin Clark, elle a eu des blessures, c'est pareil. Ouais, mais médiatiquement, on sait. Oui, bien sûr. Mais Alyssa Thomas qui pourrait prendre la place de, déjà à mes yeux, de Breanna Stewart, qui fait une bonne saison, mais qui fait pas la meilleure saison de sa carrière. C'est clair. Et puis même, non, je sais pas.
Ouais, c'est ça, elle fait une saison moyenne à 21 points de moyenne par match, quoi. C'est voilà, histoire de. Non, mais parce que quand même, enfin, il y a un moment donné, je comprends, mais Brianna Stewart, c'est quand même la genre de joueuse qui, sur une saison moyenne, est à 21 points de moyenne par match. Oui, Voilà, c'est elle. c'est. Non, mais voilà, Non, il mais bien sûr, faut. on connaît toutes ces. Enfin, en fait, toutes les joueuses se méritent évidemment, et c'est des très Clairement. fortes joueuses. Mais pareil, Neka, je sais pas. Enfin, bref. Ouais, peut-être Nika du côté du Storm, mais je pense qu'il fallait une joueuse du Storm. Bah, Ouais, en c'est ça, parlant de ça, toujours le problème, c'est qu'il faut toujours des joueuses un peu de chaque franchise. exactement. En parlant de ça, d'ailleurs, on a une Française qui a frôlé, qui était vraiment pas loin d'intégrer ce starting line-up. Bah, c'est notre Gabby Williams qui termine, Mm. je crois, 10e des votes, 7e Ouais. chez les coachs et 7e au niveau du public. Hyper Mm. intéressant. Du coup, ça nous offre potentiellement de grandes chances de l'avoir en sortie de banc de ce Ouais. All-Star Game. C'est limite acté. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quand est-ce que sera annoncé du coup bah, cette draft et les remplaçantes, si tu as Ouais, l'info? c'est ça. Donc les 12 remplaçantes seront annoncées dimanche 6 juillet à 18h heure française, puisque c'est midi là-bas. Et la draft aura lieu mardi, donc draft diffusé sur ESPN, où les joueuses vont pouvoir donc choisir les titulaires qui restent et ensuite les remplaçantes pour constituer leur équipe. À mon avis, ça va être marrant de suivre ça. Et de toute façon, il y aura tellement de polémiques autour de Caitlin Clark si, par exemple, si elle prend pas, enfin, ou si elle prend Angel Reese, les fanbases vont être comment on fait, on doit supporter les deux en même temps. Bref, ça va être marrant. Ce serait très rigolo qu'elle prenne Angel Reese et pas Mais aller à je Boston, suis. hein. Ah, non, mais Alia Boston est titulaire. Oui, mais imagine que Nafissa Collier décide de prendre Alia Boston Ouais, et ça de serait l'autre marrant. côté Caitlin Clark qui prend Angel Reese. Franchement, juste le truc serait vraiment très rigolo. Mais après, Caitlin Clark aime bien Angel Reese en vrai. Ah bah oui, non, mais ça, de toute façon, encore une fois, on en parle, hein. On sait que c'est des confrontations et des dualités qui sont créées de limite de toutes pièces par les médias et qui donnent aussi un petit peu de saveur à la ligue quand ça reste, entre guillemets, cordial et bien fait. Ouais. Donc, duel de capitaine qui aura lieu pour la draft. Duel entre ces capitaines qui aura Oh lieu là pour. là 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 Oh là là, c'est c'est pas beau. excellent. Duel de ces capitaines qui aura lieu du coup pour la finale de la Commissioners Cup. Ce soir. Ce soir, ouais, cette nuit. Fever Lynx, absence de Caitlin Clark. Pas forcément. On sait pas encore. Elle est en Elle est questionable. questionable. Ouais, c'est ça, elle est questionable. Moi, je te pose la question, même si Caitlin Clark est là, est-ce que tu vois le Fever Non, taper? Non. non. Non, c'est pour Minnesota. Honnêtement, ouais, Le le back-to-back. back-to-back avant de perdre contre le Liberty en finale, on connaît l'histoire. Ouais, du coup, une belle finale qui opposera du coup la meilleure équipe de la ligue actuelle contre l'équipe de Caitlin Clark, à Boston, et on en a parlé. On reviendra bien évidemment sur cette finale la semaine prochaine. Je te propose qu'on termine ce podcast en faisant un petit point parce qu'il y a eu aussi un petit peu d'actu, bien évidemment, Ouais. et pas des moindres. On sait que la ligue se développe. On parle encore une fois d'une nouvelle expansion de la WNBA avec 3 nouvelles franchises qui apparaîtront ou qui referont leur retour en WNBA. Elliot, je te donne la main. Quelles sont les 3 villes qui accueilleront les nouvelles franchises et potentiellement quelles sont les infos qu'on a là-dessus? Donc les 3 villes, c'est Cleveland, Détroit et Philadelphie. La WNBA a annoncé une expansion à 18 équipes avec l'arrivée de ces 3 nouvelles villes. Et donc ça s'ajoute aux Valkyries donc, qui ont commencé en mai 2025, Toronto et Portland qui arriveront en 2026. Ensuite, donc, on aura Cleveland 2028, Détroit 2029 et Philadelphie 2030. Donc d'ici 5 saisons, on aura 18 équipes dans la ligue. C'est une bonne nouvelle, évidemment. On souhaite que ça, que la WNBA se développe et puisse ouvrir des roster spots à plus de joueuses. Bah, là, justement, on sait qu'il y a des joueuses qui sont coupées alors qu'elles ont carrément le talent pour faire partie des effectifs. Donc il va y avoir mathématiquement plus de place pour les joueuses. Et Clairement. on a trois équipes, enfin 3 villes, dont 2 qui ont déjà accueilli des franchises WNBA. C'est le cas de Cleveland qui avait connu les Rockers entre 1997 et 2003, et Détroit qui avait connu le Détroit Shock, triple championne 2003, 2006, 2008, avant de partir à Tulsa, puis ensuite à Dallas pour devenir les Wings. Donc normalement, la franchise qui va être créée ne reprendra pas l'identité, puisque le palmarès, toute l'histoire, etc., est associé aux Dallas Wings.
Exactement, exactement. Et du coup, une nouvelle franchise qui sera créée toute pièce à Philadelphie. Ouais. J'en profite pour faire un petit big up à Simon qui avait donné un nom de franchise potentielle pour Philadelphie, les 70 Sisters. Je trouvais la vanne très bonne. Non, mais oui, tu l'as dit, encore une fois, on se développe en WNBA, plus de franchises, plus de talents, plus de joueuses, ce qui risque de mettre en péril encore plus les ligues européennes, on va pas se Ouais, mentir. et le calendrier, ça va être un sacré casse-tête. Le calendrier, on sait qu'il y a une nouvelle négociation de CBA qui devrait apparaître. Donc là, il va y avoir vraiment un développement et une grosse restructuration de la ligue qui ne cesse en fait de se développer ces dernières années. Donc on va suivre ça de très très près. Et quand on voit entre guillemets l'apparition des Valkyries cette année, ça donne envie quand même de voir des nouvelles franchises apparaître. Quand on voit la hype autour de cette franchise et globalement des joueurs NBA qui s'impliquent et toute la communauté qui voit ça, c'est très très cool. Et surtout à des endroits qui ont une culture basket, quoi. Voilà. Ça sort pas de nulle part. On est sur des Portland, franchises c'est pareil. mythiques. Il y avait déjà eu une franchise à Portland, le Fire, je crois. Et donc, des terrains où il y a déjà eu de la WNBA, ça permet de réactiver ce truc-là. On a vu déjà Donovan Mitchell et Darius Garland faire des vidéos pour accueillir la franchise WNBA à Cleveland. Donc ça, c'est top. Ouais, clairement. Et puis, ce sera peut-être aussi le moment du coup de déménager une autre franchise du Connecticut vers Boston. On va terminer là-dessus. Du coup, ouais, il y a des chances. C'est en renégociation. On va terminer là-dessus, mon Elliot. On a fait un bon podcast. On vous a donné le maximum d'infos. J'espère qu'on vous a pas trop étouffé, mais c'est vrai que c'était une semaine bien pleine. Bien dense. Voilà, bien dense, comme on les aime en WNBA. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur ce podcast, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux, sur le Discord communautaire. Vous connaissez les bonnes habitudes, donc conservez-les. Elliot, je te remercie. Et puis, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi. La semaine prochaine, je crois que je ne serai pas là, mais je vous laisserai en garde alternée de nouveau. On récupère. J'espère que je récupérerai Chris parce que sinon, si je suis tout seul, les gars, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Mais ça. Bon, écoutez, sur ces bonnes choses, profitez bien de votre début d'été, profitez bien de la WNBA et on se dit à très très vite. Allez, ciao. Ciao, bye bye.